Bonjour à tous, c'est Antoine et aujourd'hui je suis avec Geoffrey pour parler de Mission Impossible 7 Dead Reckoning partie 1 puisque la partie 2 sortira l'été prochain. Et justement c'est intéressant parce que Mission Impossible c'est une saga qu'on aime beaucoup à écran large, notamment tous les deux. On a chacun nos épisodes préférés mais globalement on aime la saga dans sa globalité et pour une fois on n'est vraiment pas d'accord sur la qualité de cet épisode. Alors toi tu peux peut-être commencer par dire ce que tu en penses. Bah, pour moi, c'est vraiment un des pires. Je pense que j'ai repensé, je pense que tout en bas, il y a encore le deuxième. Et je pense que maintenant, Dead Reckoning partie 1 est juste au-dessus. Et qu'il est vraiment très loin des meilleurs qui, pour moi, sont le premier, le quatrième et Fallout. Et toi, pourquoi tu l'aimes? Parce que vraiment, je ne comprends pas. Pour le coup, moi, j'aime vraiment bien ce que fait Christopher McQuarrie avec la saga depuis qu'il l'a chopé sur le 5. Et le 5 fait peut-être partie maintenant de mes épisodes préférés avec Fallout. Et je trouve qu'en fait, celui-là, c'est un épisode qui est assez imparfait. Je serais quand même d'accord pour dire que c'est pas le meilleur. Mais c'est aussi un film qui est peut-être le plus théorique de la saga. Et c'est peut-être ça, moi, qui m'intéresse le plus. Donc on va détailler un peu ce qu'on pense plus précisément de ce film. Alors petite info juste avant de commencer, on va pas spoiler, mais je veux quand même préciser qu'on va parler forcément de la menace globale de cet épisode et du méchant qui n'a pas été explicité par la promo, donc si vraiment vous voulez ne rien savoir du film avant de le voir, fuyez. Mais vous inquiétez pas, c'est tellement naze que de toute façon, il n'y a pas de spoil. Puisque du coup, le choix de ce Mission Impossible 7, c'est que la grande menace, la plus grande menace de la saga qui justifie que le film soit du coup divisé en deux parties, c'est que cette fois, Ethan Hunt combat une IA qui s'appelle l'entité. Rien que ça. L'entité, quoi. Du coup, une intelligence artificielle que les divers États du monde cherchent à choper et que lui veut absolument détruire. Et voilà, c'est déjà un des éléments qui fait pas mal débat, je pense, puisque ça cristallise pas mal la tonalité du film, qui est donc dans ce monde de post-vérité que cherche un peu à critiquer le film. Et surtout, ça lui donne ce ton très grave que n'avait pas forcément autant la saga par le passé. Moi déjà, je trouve que de vouloir essayer de faire une menace qui est la super menace qu'ils essayent à chaque fois de surenchérir à chaque épisode, là on arrive à un niveau d'abstraction sur un épisode qui est censé plutôt être les deux dernières parties de la fin, mais en fait pas vraiment puisqu'ils disent que ça va continuer, donc déjà je me demande où est-ce qu'ils vont après ça, et surtout, comment faire un ton aussi grave et solennel sur un truc aussi stupide que l'entité, qui ressemble en gros à un œil géant sur un écran, qui sait tout, qui est partout et nulle part. Donc on essaie toujours de surenchérir en faisant un truc de plus en plus fou. Je me souviens que dans le 3, déjà quand il parlait de la fameuse patte de lapin, qui était une sorte d'abstraction, arme biologique qui ressemblait à celle du 2, mais qu'on présentait comme encore pire, étant un truc apocalyptique, tu sauras jamais ce que c'est tellement c'est oufissime et tout, mais au moins ils avaient la noblesse de ne pas définir plus précisément. Là ils passent leur temps à expliquer que ce truc c'est tout, et que c'est vraiment l'IA qui se réveille, c'est Skynet 40 ans après que James Cameron l'ait imaginé. Ouais, mais finalement, je trouve que tu parlais de Mission Impossible 3, mais il y a une candeur qui a toujours une Mission Impossible sur ces menaces, notamment le 4 avec cette espèce de menace nucléaire que t'es un peu bateau et qu'on retrouvait dans le 6 aussi d'ailleurs, qui pour moi a toujours été même un truc assumé par la saga, de ce retour presque à quelque chose de très Hitchcockien dans le fait que le MacGuffin d'un épisode est toujours très le plus bateau possible, parce que Hitchcock disait que plus le MacGuffin est bateau, mieux c'est limite. Et là, c'est une clé en deux parties, donc c'est littéralement... C'est ça le problème que j'ai, c'est que c'est pas si bateau. Tu vois, dans le premier, c'est une carte, c'est des données qu'il faut récupérer. Dans le deuxième, c'est un truc chimique, c'est assez simple. Dans le troisième, je trouve que c'est excellent parce que justement, ils assument que c'est une idée, c'est un concept qui n'a pas plus de sens que ça. Et effectivement, la saga n'a jamais brillé pour moi par ses menaces. Et là, pour moi, c'est un problème parce qu'ils en font vraiment un centre de scène d'action, de l'intrigue et tout. Ils n'arrêtent pas de le définir, ils n'arrêtent pas de dire aux spectateurs « Attention, c'est super dangereux, mais c'est une putain de clé en deux parties, c'est tellement ridicule. » Vraiment, c'est pas pour être méchant contre le film, je me suis dit, on dirait Fast and Furious, vraiment. Quand Cypher, dans l'épisode 8, avec ses IA, elle contrôle les voitures qui tombent, je me suis dit, c'est franchement pas loin de Mission Impossible qui se la joue ultra solennelle pour un truc complètement débile et complètement abstrait et qui semble ringard au moment où tu le fais. Genre, ayons peur des ordinateurs qui pourraient se réveiller contre nous. Oui, ça fait combien de dizaines d'années que les gens en parlent en littérature et en film? Ouais, mais là où je pense que c'est quand même différent, et c'est là où moi ça m'intéresse, c'est que je pense que McQuarrie et Tom Cruise, par extension, en font vraiment un truc ultra méta, alors qui, sur le papier, était assez casse-gueule, mais je trouve que le film le gère extrêmement intelligemment parce que je pense que ce Mission Impossible, il sait aussi ce qu'il est pour Tom Cruise, ce que la saga représente aussi pour Tom Cruise, et encore plus et encore plus après le succès énorme de Top Gun l'année dernière. Donc maintenant, c'est vrai que Tom Cruise, on le sait, au début, Mission Impossible avait cette variété de cinéastes, c'était ça aussi qui faisait sa spécificité. Maintenant, Tom Cruise en a fait son bébé vraiment à lui, avec sa team très proche, sa garde rapprochée, qui est avec notamment McQuarrie, qui était à la base son script doctor sur pas mal de films, avant de devenir maintenant cinéaste et scénariste de la plupart des films. Qui est venu sauver l'épisode 4, sauver, réécrire en plein milieu de
de production et tout ça. Donc oui, et jusqu'à ce qu'il lui donne le 5, puis le 6, et maintenant du coup, avec cette idée presque de fin supposée de la saga en 2 parties en fanfare, c'est Macquarie qui prend les rênes définitivement de la saga. Et ce que j'aime bien, c'est que tu sens qu'il y a ce truc quand même de se dire... ça veut dire quoi en fait cette menace de l'IA, de l'algorithme assez littéralement, alors que Top Gun a failli ne pas sortir en salle pendant la crise du Covid, que à la sortie de Top Gun justement avec cette idée très survendue à chaque fois de Tom Cruise fait tout en vrai pour le bonheur des spectateurs, pour le grand spectacle à l'ancienne, même s'il y a toujours des VFX et que ça triche quand même beaucoup, il y a toujours cette idée finalement que il y a une forme de tension permanente dans Mission Impossible entre un classicisme hollywoodien que cherche Tom Cruise et qu'il revendique et que Macquarie sublime pas mal par sa mise en scène et ses propres référents, et en même temps cette modernité qui est aussi celle des plateformes, celle du cinéma 2.0, du cinéma de super-héros, des études de marché, des algorithmes, que là le film cherche un peu à défier. Et je pense que dans l'état du blockbuster actuel qui est quand même dans une passe un peu compliquée, c'est assez intéressant que le film ose aller dans cette direction-là. Alors déjà, je trouve que toute la saga a toujours joué sur l'idée que Tom Cruise était à la fois rejeté par le système et indispensable au système. Et c'est dans ce film, c'est la pire manière dont il le fait, je trouve, parce que c'est grossier, c'est vraiment pompier. Dans les autres, je trouve ça plus intéressant. Dans tous les épisodes, il est rejeté par sa hiérarchie, sauf dans le 2e. Et à chaque fois, c'est toujours « t'es pas avec nous, tu veux pas être avec nous, on te trahit, on te rejette, on t'annule, mais t'es toujours là, on a besoin de toi pour sauver. » Et je trouvais que c'était ça qui était intéressant du côté méta de Tom Cruise, de le dernier dinosaure, il est dépassé par le monde, en même temps c'est le seul qui arrive à sauver le monde, c'est ce qu'on retrouve dans tous ces films. Mais là, c'est tellement assumé, j'ai l'impression qu'il y a une telle conscience aiguë à ce stade de la saga, de leur succès, de ce qu'ils représentent et tout ça, qu'en fait ça commence à s'auto-torpiller. Ce que je vois aussi dans la manière dont justement ce film qui est censé ne pas être dans la mouvance des autres, se retrouve à compiler tout un tas d'images, un imaginaire qu'il y a dans tous les autres films. Si vous avez vu Fast and Furious 10 et que vous voyez ce Mission Impossible 7, il y a des décors qui sont les mêmes, il y a des cascades qui sont dans les mêmes endroits. Si vous avez vu le reste de la saga, il y a une image de tempête de sable, il y a encore un train. Si vous avez vu John Wick 4, vous allez reconnaître des trucs aussi. C'est la première fois en fait pour moi que cette saga fait appel à un imaginaire qui est devenu banal et qui a été piétiné par tout un tas de films récents, alors que lui-même essaie de se placer plus que jamais contre ce que font les autres. Et je me dis, mais c'est quoi cet aveu d'échec de se dire on n'arrive pas à réinventer ou créer un imaginaire d'action qui semble un petit peu nouveau. Ouais, c'est là où je serais pas totalement d'accord parce que pour moi, Mission Impossible, bon déjà, il y a évidemment l'héritage presque oublié maintenant de la série originale des années 60 qui, a été tellement... bazardé dès le premier film en fait pour en faire déjà brillamment, le Tom Cruise, brillamment, mais déjà pour en faire le Tom Cruise movie et en devenir l'étendard principal aujourd'hui pour Tom Cruise. Mais je trouve que là, il y a un truc assez intéressant, c'est que cette menace de l'IA aussi, ce qu'elle représente, c'est finalement une répétition permanente aussi de certains motifs. Donc là, tu commences par cette scène assez improbable et pour le coup, je trouve très réussie avec un sous-marin qui rappelle McTiernan et cette idée de la menace quand même de la guerre froide, ce dont était déjà hérité la série Mission Impossible. Donc tu reviens à ces menaces-là pour finalement en redéfinir le paradigme. Et je trouve que ce qui est pour moi ce qui intéresse Macquarie dans ce film-là, c'est de dire finalement, face à cette IA qui a toujours un coup d'avance sur les personnages, qui peut utiliser n'importe quelle base de données, peut tout trafiquer, peut voire parler à la place des personnages et dire aux personnages de fausses informations. Il y a ce truc, je trouve assez intéressant de dire, finalement, est-ce que le genre de l'espionnage, très romanticisé, très classique dans la forme qu'a prise Mission Impossible à la base, est-ce que ça n'a pas été gâché presque par cette ultra-surveillance qui fait qu'aujourd'hui, le suspense qui est hérité du genre, cette façon, la galvanisation de la réussite des personnages, est annihilée parce que de toute façon, justement, en une seconde, tu peux retrouver quelqu'un. Et là, en fait, c'est même assez amusant parce que les personnages passent d'Abu Dhabi à l'Italie, mais en fait, le film ne laisse aucun répit à personne puisque justement, ils sont toujours rattrapés par cette menace globale qui a toujours un coup d'avance. Moi, le problème que j'ai avec ça, c'est que déjà, non seulement quand on commence à trop parler d'un film comme ça, pour la théorie et la qualité de sa théorie, c'est qu'il y a un gros problème pour moi en tant que juste spectacle, ce qu'il est censé être, ce qui n'a jamais empêché par le passé la saga d'être intéressante et malicieuse, mais là, c'est comme si on te déballait encore plus la théorie, et pour moi, ça ne tient pas, c'est beaucoup trop ridicule, et ça explose à l'écran dans certaines scènes, notamment à la fin. Sans rien spoiler, il y a un moment où un personnage, un antagoniste, s'échappe par la magie du Saint-Esprit avec un truc complètement foireux et ridicule qui, franchement, ressemble à Fast and Furious, qui est vraiment l'archétype du spectacle débilisant, qui fait passer absolument tout au nom du spectacle, et qui n'hésite pas à faire des trucs complètement rocambolesques parce qu'on l'accepte.
là où je te suis un peu, et c'est là où je trouve que le film a ses problèmes, et je pense que c'est dû en partie à cette volonté de faire un film en 2 parties, parce que tu comme sens Fast que... and Furious 10. Fast and Furious 10, comme beaucoup de films de cet été d'ailleurs, c'est que mine de rien, il retient déjà certains de ses coups, mais surtout tu sens qu'il veut développer pas mal de personnages secondaires pour potentiellement donner du biscuit sur la suite. Sauf que bon, bah déjà les personnages secondaires dans Mission Impossible ont toujours été très fonction. Il y a la moitié où était oublié en cours de route. Enfin, vraiment, on C'est ça. sent à quel point ils s'en foutent. Mais tu vois, dans les personnages secondaires et trucs qui reviennent, les personnages, c'est pas un spoil, il y a des personnages de flics débiles dans ce film. On a déjà vu des personnages archétypaux de flics dans le 4e notamment. Il y a un personnage de voleuse, un peu, t'as vu, je suis voleuse, je suis intelligent, je t'emmerde. On a déjà vu ça dans le 2e. En fait, c'est ça que je trouve fou, c'est qu'on dirait qu'un film qui vise plus ou moins ouvertement l'algorithme, ressent de plus un algorithme de c'est qui la meuf qui va venir faire ça, c'est qui le mec random qui va faire ça, et c'est qui l'ennemi un peu. L'ennemi est complètement raté, l'humain. C'est un des pires de la saga, et pourtant, je trouve que dans le 4, c'est ridicule. Ah non, pour le coup, c'est peu développé parce que là tu sens que typiquement c'est un truc qu'ils veulent garder pour la suite, mais je trouve ça, que tu vois, c'est pas le lien avec... c'est pas possible qu'on te dise oui, on voit un film en 2 parties, rien qui justifie pas mal. ça. Non, mais parce que tu sens pour le coup la colère de Hunt aussi, et puis bon, l'évolution assez logique du 2e acte fait que sur le climax, je trouve que la confrontation est assez logique et moi émotionnellement m'emporte pas mal dans le côté très sobre que ça a pour le coup. Et sobre. Ils ont créé un flashback avec un énième personnage féminin pour créer un faux passé à ce mec. C'est ridicule. Je pense que c'est ce que j'aime, c'est que la saga a toujours assumé ce côté un peu à l'ancienne qui peut parfois paraître un peu kitsch, mais en fait comme Macquarie l'assume vraiment, et je pense qu'il a pas peur d'y aller en fait. Moi je pense que là après c'est une question de goût et de suspension d'incrédulité un peu, mais moi tu vois comme il y va en fait, qu'il a pas peur d'y aller. J'accepte totalement la logique en fait. Et en même temps, en parlant de ça, moi ce qui m'intéresse, c'est que j'ai l'impression aussi que Macquarie a réfléchi à comment lui pense ses scènes d'action, et les scènes d'action plus généralement de Mission Impossible, et comment en fait justement cette IA peut permettre de détourner un peu les codes que t'attends de Mission Impossible. Moi ce qui m'intéresse beaucoup dans Mission Impossible, et ce que la saga réussit souvent très bien, c'est qu'il y a toujours un enjeu temporel très clair et une direction des scènes d'action. Déjà souvent parce que t'as un véhicule en mouvement ou quelque chose comme ça, donc t'as la linéarité d'un train. Là t'as cette scène que je trouve assez géniale dans l'aéroport où comme t'as ce bordel de tous les gens, ça fait un truc très bondé et les visages justement, les corps se mélangent et tout le monde est un peu dans le chaos global de la séquence. Mais surtout, tu as un compte à rebours ou une catastrophe qui s'apprête, une bombe qui s'apprête à exploser ou un truc comme ça. Et là, en fait, ce qui est intéressant, c'est que ce que tu attends de Mission Impossible, c'est comment Tom Cruise, face des fois à la situation compliquée, voire impossible qu'il a face à lui, va improviser, voire se débattre dans l'espace qu'on lui donne et dans le temps qu'on lui donne. Et là, en fait, ce qui est génial, c'est que comme l'IA, justement, a littéralement un coup d'avance sur le scénario, ce qui est littéralement assumé par le film, il est mis en échec à plusieurs moments où du coup il doit repenser sa manière de justement lui-même de concevoir comment il appréhende l'action. Et je trouve que le film parvient à certains moments à se renouveler assez malignement comme ça en fait. En fait, non, mais j'entends ce que tu dis et à chaque fois je repense au film, je me dis mais quand je vois le film, pour moi, ça ne marche pas, notamment parce que cette idée de mettre en échec les personnages, je repense par exemple au 2e qui déjà confrontait les personnages à leurs propres limites avec le masque qui était porté par le méchant pour piéger le spectateur, commencer à utiliser déjà les armes contre les personnages. Je repense au 4e où la machine à masque présentée dans le 3e ne marche pas. Il se trouve que qu'est-ce que fait le 7e? Il remet ça en scène. En fait, c'est tous ces moments-là où je me dis mais en fait la machine elle bug, tu vois, c'est la matrice qui se répète et j'ai eu cette sensation de déjà-vu pendant tout le film. Alors là où je serais pas totalement d'accord, c'est que justement, tu vois, enfin, c'est plus trop un secret maintenant, c'est qu'on sait que les Missions Impossibles, depuis pas mal d'épisodes maintenant, pensent avant tout leur gros set piece et comment tu relis tout ça après, quitte à le faire de manière un peu artificielle, ce qui est pas gênant, parce que le cinéma classique d'action le faisait déjà auparavant. Mais ils font un niveau quand même assez hallucinant. Voilà. Ce qui était une erreur, enfin un problème et un accident dans les premiers épisodes est devenu leur mode d'emploi depuis. Ils n'ont jamais essayé de le réparer. Visiblement, ils partent en tournage sans scénario et à chaque fois, ils se disent on verra bien plus tard. Alors, ils font des reshoots, ils réécrivent, ils reviennent. Mais comment c'est possible? En particulier sur le 6 où ça se ressentait le plus et eux-mêmes l'avaient dit que c'était presque une erreur dans le cadre du 6 parce que c'était pas vraiment prévu comme ça, mais ils avaient 30 pages de script et puis vraiment le film s'est réécrit en cours de route. Et pour le coup, tu vois, typiquement, c'est un cas où le 6 c'est peut-être un de mes préférés parce qu'il a les meilleurs set pieces. Mais je trouve que les transitions entre elles sont vraiment parmi les plus catastrophiques de la saga. Enfin, vraiment, ce qui précède le 3e acte, où tu sens que les personnages eux-mêmes savent pas quoi faire et savent pas quoi dire, parce qu'ils disent bon bah il y a une bombe, mais on sait pas comment on va couper les fils. Tu fais vraiment, enfin dans ces cas-là, limite passer tout de suite à ce qui arrive après, parce que je m'en fous en fait. Là, je trouve que le 7 a ce mérite, via encore une fois cette idée de la menace et comment les personnages se construisent autour de ça, et notamment du coup la nouvelle venue qui est Hayley Atwell, donc le personnage de Grace que va rencontrer Ethan Hunt et qui va vraiment servir de personnage secondaire principal de ce nouvel épisode.
je trouve qu'il y a quelque chose de beaucoup plus harmonieux et d'organique dans la manière de relier les scènes d'action. Et plus généralement le récit, même si effectivement le film est un peu trop long pour ce qu'il veut faire. Enfin, 2h45, c'est vrai que c'est un peu vénère. Interminable. Mais bon, le 6 durait quasiment 2h30 et tu vois, moi pour le coup, je me disais, ah ouais, là, on est qu'à la fin du deuxième acte et tu vois, je m'étais dit ça à l'époque. Là où finalement le 7, je me suis dit, ok, là je sens qu'on arrive au climax, mais j'ai trouvé ça presque plus logique et plus organique. Mais là où je pense que c'est intéressant de voir les limites potentielles du film et les limites de la méthodologie Tom Cruise et la méthodologie Mission Impossible, c'est la grosse cascade qu'ils ont teasée. C'est-à-dire que maintenant, chaque épisode a sa grosse cascade pour montrer que Tom Cruise a fait tout le truc pour de vrai, machin. Et là, cette fois-ci, donc c'est une sorte de saut en moto d'un flanc de falaise très haut et il active son parachute à la dernière minute. Et c'est vrai que non seulement... Alors, moi, c'est un peu... Je me suis posé la question parce que je me dis, d'un côté, la scène est en soi plutôt cool. Comme les précédents, elle a le mérite de ne pas faire 10 000 cuts différents pour te montrer l'action. Un peu comme du Jackie Chan, elle te montre 2-3 plans différents et il prend bien le temps de te montrer la chute très longue. Mais en même temps, je ne sais pas si c'est... Comment c'est un peu mis au forceps dans la scène d'action à ce moment-là, ou si c'est parce qu'on nous l'a surtisé et que maintenant on a l'habitude, mais j'ai trouvé ça beaucoup moins impactant que dans les autres films. Ah mais totalement d'accord, moi je trouve que la séquence, la scène est très mal encapsulée, parce qu'en fait la manière dont il y arrive, c'est un peu grossier, il joue beaucoup sur le fait que c'est quand même un truc accidentel, un truc improvisé, c'est un peu lourdingue parce qu'il y a un décalage de savoir entre deux personnages et on se dit oui, bah j'ai compris où ça va quand même, et donc je trouve que l'effet comique n'est pas très malin. J'ai l'impression qu'en plus Simon Pegg a déjà eu à jouer ce rôle de comic relief avec cette manière de réagir et quasiment la même réplique. Je trouve que pendant la séquence, pendant la scène d'action, il y a justement un cut qui tranche pas mal avec celle de Fallout, encore une fois l'imaginaire qui se répète. C'est comme le base jumping de Fallout avec Henry Cavill et Tom Cruise, sauf que c'est beaucoup plus court, c'est beaucoup moins excitant visuellement. On n'est pas avec eux parce qu'en fait très vite il y a un décrochage de point de vue, il y a deux manières de filmer et après on cut et après on passe à une autre séquence. Et la manière dont on relie lui qui est dans les airs et le moment où il rejoint d'autres personnages, c'est un gag que je trouve vraiment raté, que je trouve lourdingue. Et je trouve que ça, le problème, c'est que cette séquence est censée être spectaculaire, énorme, comme l'avion, Tom Cruise accroché à l'avion de Rogue Nation, comme Burj Khalifa, comme Fallout, le base jumping. Mais elle dure tellement peu de temps à l'écran. C'est l'histoire de quelques secondes. Tout ça pour quelques secondes. Il n'y a aucune tension, il n'y a pas de construction dramatique, il n'y a pas de suspense, il n'y a rien. C'est genre, ok, on a fait la cascade, allez, on reprend le vrai film et il va arriver un moment ou un autre, il va... C'est peut-être la première fois où je trouve que le coup marketing qu'ils ont voulu mettre derrière prend le pas sur l'efficacité de la séquence dans le film. Et c'est vrai que c'est peut-être parce que nous, pour le coup, on a le nez dedans toute la journée, mais on en a tellement entendu parler que finalement, une fois que tu es devant le film, tu fais oui, bon, ok, d'accord. C'est pas du tout marquant, vraiment, il n'est pas du tout dans le top des séquences que je trouve les plus intéressantes, les plus excitantes, les mieux mises en scène, les plus cinématographiques et folles, quoi. Oui, alors que finalement, celle de Rogue Nation avec l'avion est assez courte aussi, mais... Et finalement, et en plus dans l'intro, donc c'est pour un truc qui est très annexe à la narration et c'est pas très important dans le récit finalement, mais je trouve que la simplicité du filmage, enfin vraiment la caméra est sur l'avion, et c'est d'une Et en plus je trouve que c'est plus honnête parce que c'est le début du film, donc justement c'est déconnecté, t'as ta ration d'action, tu dis ok, le teaser est au début du film. Là c'est genre à la fin, enfin c'est vraiment tard dans le film. Déception. Mais pour le coup, enfin par rapport, tu parlais de répétition, de choses que t'as déjà vu ailleurs dans la saga. Mais en même temps, tu vois, je m'interroge sur le fait que Macquarie a accepté de refaire encore des films plutôt que de refiler la saga à quelqu'un d'autre. Et en même temps, je le comprends parce que je pense que la méthodologie de Mission Impossible, c'est aussi de se dire, par rapport à ce classicisme que j'évoquais tout à l'heure, comment finalement tu repenses des trucs d'action ou des méthodologies de montage et de découpage que tu as vu ailleurs et de suspense et comment tu te les réappropries. Et j'ai l'impression que de tous les cinéastes qui ont fait joujou avec la saga, Macquarie est vraiment celui qui assume le plus ses référents et comment il va essayer de les amener au stade légèrement supérieur. Et pour le coup, moi ce que j'aime beaucoup dans celui-là, c'est qu'il assume vraiment à donf, tu vois, comme dans le 5 qui reprenait L'homme qui en savait trop d'Hitchcock dans la scène de l'opéra. Là, il va à fond. Alors, tu as Laurence d'Arabie qui est citée assez explicitement dans la séquence dans le désert, mais tu vois, dans lequel tu aurais mis un peu de Call of Duty finalement dedans, avec ce côté très stratégique de la scène de Suède et d'Uncharted un petit peu. Et surtout, cette scène de train qui, pour le coup, évoque dans l'imaginaire le mécano de la générale de Buster Keaton, ce qui, là, en plus, aide aussi à la légende de Tom Cruise comme cascadeur suicidaire, un peu comme à l'époque, justement, du cinéma des premiers temps. Mais moi, ce que j'aime, c'est justement qu'il prend ça et plus que jamais, tu vois, c'est pour se dire, ok, j'ai cette base-là, mais comment j'amène le petit truc, tu vois, qui change tout. Et finalement, tu vois, dans
L'IA aide aussi là encore à ça, parce que ça oblige aussi Ethan Hunt à réagir différemment, et tu sens que eux, en tant que scénaristes et réals, ça les oblige aussi à penser différemment cette scène-là. Et ce qui amène aussi cette modernité finalement contre laquelle la franchise a presque une dent, parce que tu parlais d'Uncharted, mais surtout le final là, du climax, bon, qui était un peu spoilé dans les bandes annonces, donc c'est pas non plus un méga suspense, mais évoque clairement Uncharted 2 et la séquence du train d'Uncharted 2. Et tu vois presque ce mix en fait, ce mix de, tu passes de Buster Keaton à Uncharted, enfin à du jeu vidéo, et je trouve que la combinaison des deux est franchement efficace. Alors moi c'est là où du coup je trouve que c'est un aveu d'échec absolument flagrant, c'est que Uncharted, le deuxième jeu, est sorti il y a combien d'années ? C'est lunaire. Aujourd'hui, on a un blockbuster en 2023 qui se dit j'ai une idée de génie, on va faire comme dans le jeu vidéo qui a été fait il y a X années, sachant que Tom Cruise doit bien aimer Uncharted parce que la momie ressemble déjà quand même pas mal à Uncharted à certains aspects. Et globalement, McQuarrie, c'est intéressant, je trouve, parce que quand il a commencé la saga, Tom Cruise, il avait un esprit de cinéphile. Il a engagé Brian De Palma en racontant qu'il a rencontré chez Spielberg, qui a regardé toute sa filmo, il s'est dit bordel, il faut que j'engage. De Palma n'a pas voulu faire le deuxième, il s'est dit qui je peux prendre, vas-y je regarde la filmo de John Woo, c'est génial. Le troisième, David Fincher et Joe Carnahan ne veulent pas, il se dit qu'est-ce que je fais, je vais prendre quelqu'un qui vient de la télévision et qui va avoir un regard un peu frais, du coup il prend le mec qui a fait Alias et il fait un épisode d'Alias, et peu importe ce qu'on pense de Alias ou de J.J. Abrams, ça ne ressemble pas au précédent, donc il y a toujours un truc de se réinventer. Il y a des cascades dans le premier, celle dans le cast de la CIA dans le premier, j'ai l'impression qu'on n'avait pas vu un blockbuster faire une scène comme ça dans le silence aussi longtemps et tout. Et là on arrive à un stade où McQuarrie, qu'est-ce qu'il fait ? Il cite De Palma en reprenant un personnage du premier, dont on se fout complètement, qui s'appelle Kittredge, et il refilme avec des plans débulés, 10 fois plus que De Palma et 10 fois moins bien. Et qu'est-ce qu'il fait ? Il cite la saga avant lui, il cite d'autres morceaux de ses propres films ou des films qui ont été faits avant, et il cite le Mécano de la Générale, et il cite le Laurence d'Arabie. Waouh ! C'est genre, waouh, cette année, qui l'a fait John Wick ? Et qui l'a fait l'année dernière ? En fait, c'est là que je me dis, la tristesse de... qu'est-ce qu'ils essaient de créer à part... piller des trucs qui ont déjà été faits eux-mêmes dans leur même saga. C'est vrai que c'est intéressant de voir en plus comment certaines images que tu vois dans ce film-là, effectivement, alors tu parlais de Fast and Furious, mais c'est vrai que tu as un peu de John Wick 4 aussi dans certains trucs, mais en même temps je me dis, peu le font avec l'élégance et des fois la sobriété justement que j'aime beaucoup en fait chez McQuarrie. Parce que oui, ça me fait plaisir de voir aussi une poursuite à cheval avec des guns dans John Wick, mais honnêtement, c'est pas aussi bien fait que c'est fait là dans Mission Impossible 4. Tu vois, donc les deux sont chiants pour moi, il y a absolument rien. Et puis pour le coup, tu vois, la séquence à Rome, et qui est donc aussi celle qui est dans Fast and Furious, est 1000 fois plus fun dans Mission Impossible. C'est moins pire, mais c'est quand même pas... C'est quand même... Non, mais il y a plein de trucs bien dans cette séquence, mais je trouve qu'elle est trop longue pour son propre bien, il y a plein de mots où je comprends, mais oui, elle est pas nulle, c'est sûr. Elle est assez amusante, il y a même des idées. Il y a le truc le plus drôle du film qui est dans cette séquence, dont je dirais rien, mais il y a plein de trucs malins. Oui, mais tu vois, et d'ailleurs, je pense que la séquence à Rome est assez caractéristique parce qu'elle dure assez longtemps. Et moi, ce que j'aime beaucoup, et c'est aussi là que tu sens cette malice qu'il y a chez Cruise et McQuarrie, et dans leur duo que tu retrouvais aussi dans Top Gun d'ailleurs, c'est cette façon de toujours penser, t'as la scène d'action, donc justement des fois t'as cette base qui peut être très cinéphile de base, mais de te dire comment je fais en sorte que jamais ça soit chiant parce que tu remets toujours un enjeu par-dessus, ce que par exemple à Hong Kong ils ont toujours fait de manière assez brillante, mais que t'as parfois du mal à retrouver dans le cinéma américain, et tu vois sur un cas comme John Wick justement je me dis oui, John Wick, ça m'éclate de le voir faire 10 000 prises, de se battre contre 100 mecs d'un coup, mais comme il fait toujours le même truc, ça finit par être chiant. C'est effarant. Tu vois ? Et là, en fait, ce que je me dis, c'est que Mission Impossible 7 reflète le mieux pour moi ce côté très artisanal de la saga qu'elle réussit mieux que personne. C'est que, notamment cette poursuite à Rome, t'as plein d'enjeux qui se renouvellent en permanence, ce qui fait que c'est jamais la même chose en fait. T'as toujours un nouveau truc qui se passe. Donc, qui conduit la voiture, qui se retrouve menotté avec qui fait tel machin. Ce qui fait que pour moi, le film passe son temps à se renouveler. Et même du coup, tu vois, sur cette durée étendue, je me dis toujours c'est cool parce que y a un nouveau truc, et notamment la séquence du train, chaque wagon sert aussi à des enjeux différents, et t'as tous les personnages qui sont au milieu de cette énergie-là, qui font aussi que là-dessus il y a un chaos un peu organisé qui me plaît bien dans le film de ce point de vue. Je suis d'accord sur Rome, je trouve que ça marche plutôt bien. Mais dans le train, pour moi, ça marche pas parce qu'il y a trop de personnages dont les enjeux et les objectifs sont pas clairs. En fait, on réunit des gens dont on se fout, on leur ajoute des mini sous-enjeux de manière grossière. À un moment, quelqu'un se retourne, il est gentil, en fait, il est méchant, il est mort, il est pas mort, en fait, elle est là, il y a des histoires de masques et tout. C'est un espèce de chaos organisé sur le papier, mais je trouve que c'est tellement facile, tellement vraiment, on jette quelqu'un, parfois littéralement, dans un wagon pour foutre le bordel d'une manière complètement absurde, et ça devrait être quelque chose de l'ordre du gag, vraiment un peu la Indiana Jones, où des trucs qui arrivent, ce parachute, les transferts d'énergie et tout, et je trouve que là ça marche pas, parce qu'en fait au bout d'un moment je me dis mais que veut ce personnage ? Pourquoi il réagit comme ça ?
pourquoi je suis censé m'intéresser à cette personne qui est ridicule et qui est vraiment un quatrième couteau? Et est-ce qu'on peut accélérer, s'il vous plaît? Et ce qu'ils arrivent à faire à la fin, quand ça devient le film Uncharted, avec un peu trop de CGI pour le bien du film, mais au moins ça devient un peu épique. Et là, je me suis dit, eh ben, bordel, il serait temps. Il reste juste 10 minutes dans le film, quoi. Ouais, et puis surtout, c'est vrai que tu as une surenchère qui, pour le coup, et c'est peut-être là-dessus qu'on peut conclure, c'est que cette surenchère-là, elle arrive peut-être un peu tardivement dans le film quand même. Ouais, 1 heure plus tard, 1 heure trop tard, je pense. Mais en même temps, c'est un peu la question, forcément, c'est de se dire, d'un côté, par rapport à tous les films qui sortent en plusieurs parties, comme Fast and Furious ou Spider-Man, c'est quand même le film qui a le mérite quand même de se conclure vraiment. Enfin, tu peux quand même voir le film pour ce qu'il est. Ça, c'est sûr. Ça, c'est quand même une qualité qu'on peut pas lui enlever. Même si j'adore Spider-Verse et son cliffhanger final, mais c'est vrai que là, il y a ce truc-là, mais c'est vrai qu'en même temps, on peut se dire à quel point tu sens que McQuarrie retient peut-être ses coups et garde ses cartouches de côté pour Mission Impossible 8 qui est censé sortir du coup l'été prochain. Ça, c'est un peu la question. Je sais pas, mais il y a vraiment des choses que je comprends. En fait, quand j'ai vu ce film, je me suis dit, j'aime les films Mission Impossible, avec leurs défauts. J'ai pas de problème avec les méchants qui sont grossiers, les enjeux qui se renouvellent pas, le fait que dans chaque épisode, Tom Cruise il court contre sa hiérarchie et part dans le deuxième. Enfin, il y a quelque chose de l'ordre de la rengaine, de la répétition que je trouve assez intéressant et plutôt assumé. Ça me dérange pas les personnages abandonnés, voilà, j'accepte les règles. Mais dans celui-là, j'ai passé mon temps à me dire, mais comment les gens qui ont fait les précédents films ont pu écrire ça? Je trouve que c'est tellement bizarrement foutu. Il y a vraiment des moments où je ne comprenais pas, et je pense pas être débile, mais je me disais, je ne comprends pas pourquoi les personnages font ça, je comprends pas pourquoi on me parle autant, pourquoi ça met autant de temps à avancer, pourquoi on me répète certaines choses, et il y a des choses assez intenses pour le coup, c'est peut-être un des épisodes où il se passe certaines choses des plus dramatiques, et je trouve que, notamment, le gros truc dramatique qui se passe à la moitié du film, c'est gâché. Ouais, ça je suis assez d'accord. C'est gâché dans l'idée, déjà, j'aime pas trop l'idée, je trouve ça un peu dommage. C'est gâché que ça arrive à ce moment-là, de cette manière, que ce soit encadré comme ça, avec un montage parallèle. Je trouve qu'il y a quelque chose de l'ordre du vraiment, comme s'ils étaient dit, pour le 7e épisode, première partie, on va essayer de casser le moule pour faire un truc plus complexe. Du coup, pour moi, ils ont pété la formule. Donc en fait, l'équilibre un peu fragile qu'il y avait entre le côté kitsch et ridicule, mais le savoir-faire et l'intelligence de la mise en scène et de l'action, l'équilibre est cassé. Et du coup, je me retrouve face à des moments lunaires où je me dis, mais comment ça peut être aussi ridicule? Et il y a des scènes complètement gâchées. Il y a un moment à Rome où tous les personnages sont réunis. Il y a un truc de face à face et tout que je trouve excellent dans l'idée. Moi, j'adore vraiment, tu réunis tous les personnages principaux. Il y a des gens qui vont peut-être y passer, tout le monde se menace et tout. C'est bien. Et je trouve que c'est foiré. Parce qu'à un moment, ils se séparent. Tu dis, mais pourquoi? Pourquoi si quelqu'un doit se battre, c'est pas maintenant? Pourquoi quelqu'un part et donne rendez-vous 1 heure plus tard? Pourquoi c'est sur le pont? Pourquoi c'est pas là? Et là, c'est l'artifice de je veux les séparer, je veux que le truc soit décalé, je veux qu'il soit pas. Et en fait, c'est là, en fait, je vois la formule, je vois des gens en train de se dire je mélange les ingrédients d'alchimiste et ben, du coup, ça marche pas parce que l'illusion est complètement évaporée par rapport aux autres. C'est marrant que tu l'évoques comme ça parce que je pense que ça joue avec peut-être l'effet théorique du film, mais qui fait que pour moi, en fait, c'est peut-être une des premières fois où Mission Impossible raconte vraiment quelque chose, déjà d'Ethan Hunt, peut-être plus encore que dans les précédents. Qui moi me passionne justement sur ce qui dit beaucoup de Tom Cruise, sur cette façon de le mettre en échec, beaucoup plus que dans les autres épisodes avec cette question de l'IA, et donc comment aussi lui est ce personnage qui n'abandonne jamais, même quand tout est perdu et que ça en atteint un stade vraiment de psychopathe en fait. Tu vois, enfin, il y a une folie qui est presque assumée autour du personnage depuis Fallout notamment, que là je trouve assez belle dans la manière de la mettre en scène parce que ça correspond pas mal à Tom Cruise et à sa vision aussi de sauveur presque christique du cinéma et sacrificiel là, mais il y a un truc que je trouve assez beau là-dedans. Et encore une fois, moi, je trouve que malgré ces défauts de la formule, mais qu'en fait je voyais déjà dans les autres, je trouve que comme c'est compensé par ce que le film a envie de raconter et du coup je trouve une tenue dans la narration qui est plus globale, ça fait aussi que finalement j'ai moins vu les artifices tu vois, de césure entre les parties, ce qui fait que je trouve l'objet plus harmonieux et voilà. Mais au final, je pense que c'est le truc, c'est que peut-être qu'on soit déçu ou pas, c'est quand même intéressant, c'est que le côté valeur sûre qu'a Mission Impossible et là mine de rien ce qu'il construit malgré la déception que ça peut être pour toi, fait quand même que le 8, malgré ça, on l'attend en fait, je pense. Oui, parce que il y a tellement de qualité dans cette saga qui est suffisamment unique pour avoir envie de voir la suite. Et il y a des choses que j'aime bien dans le film. Je suis curieux par exemple de voir où va aller le personnage de Grace, parce que je trouve que Hayley Atwell, c'est vraiment une super idée de casting. J'ai l'impression qu'en fait, en la voyant à l'écran, je me suis dit, mais pourquoi ils n'ont pas pu se caster? Elle est tellement énergique, tellement drôle, tellement dans le bon timing. Elle est vraiment parfaite dans ce rôle qui pourtant n'est pas forcément le meilleur. Mais il y a plein de choses intéressantes qui se passent autour d'elle et je suis très curieux de savoir ce qui va se passer avec elle. Donc par exemple, je suis très curieux de voir où va la saga par rapport à elle.
Parce que par exemple, Tom Cruise, je trouve qu'en tant qu'acteur et en tant que personnage d'Ethan Hunt, tourne en rond. J'ai l'impression que c'est l'épisode où il a le moins de choses à jouer, ce qui est comme paradoxal, puisque c'est un épisode où ils essayent clairement, explicitement, lourdement de te dire le personnage, on va le creuser, on va le mettre face à ses limites, ce qui est l'enjeu de absolument tous les épisodes, hein, donc faisons pas comme s'il réinventait la roue. Mais je trouve que c'est celui où il est le plus monolithique et où il est le plus face à justement l'espèce de morceau de pierre qu'il est devenu, parce que l'église... Tom Cruise dans la saga, c'est genre vraiment comment ériger le monument Tom Cruise par Tom Cruise pour Tom Cruise. C'est marrant parce qu'en plus, tu vois, tu parlais d'aller étoile, mais je trouve vraiment que c'est surtout qu'entre eux, il y a une synergie qui marche extrêmement bien. Et effectivement, c'est aussi un des trucs que j'ai très envie de voir dans la suite. En espérant que ce soit moins long, moins chiant et mieux, quoi. On verra. Donc, comme vous l'avez compris, encore une fois, Antoine a des goûts très douteux et... Sérieusement, il faut aller voir le film, donnez-nous votre avis là-dessus. Parce que si on est divisé là-dessus alors qu'on aime tous la saga, c'est qu'au minimum, c'est un objet assez intéressant. Ouais. Et sinon, pour le côté business d'écran large, sachez qu'on a un podcast qui s'appelle La Réunion d'écran large. On adore le faire. Le prochain épisode, c'est peut-être sur Tom Cruise et Mission Impossible, qui sait. Donc, on vous encourage à l'écouter, à nous soutenir là-dessus. Et comme d'habitude, commentez, dites-nous ce que vous pensez de nos vidéos et à bientôt sur la chaîne d'écran large. Salut! À bientôt!